continuer, vous l'avez compris, on a beaucoup parlé de l'amont, de la structuration des filières, et on se tourne vers le consommateur. Que se passe-t-il dans les linéaires? J'ai le plaisir d'appeler pour répondre à la question David Lecomte, directeur Insight Consommateur de Nielsen IQ. Vous pouvez l'applaudir. Nielsen IQ récolte les informations en sortie de caisse des distributeurs et analyse ainsi les données de vente. Une expertise que vous combinez à un panel de plus de 14 000 consommateurs afin d'illustrer et comprendre les facteurs en jeu. Parfait. Alors, le sujet du jour, effectivement, c'est d'essayer d'analyser la végétalisation des achats. Sophie l'a dit, cette tendance du végétal est très forte sur le salon. Ce qui est intéressant avec l'expertise de Nielsen, c'est de pouvoir observer d'un côté les intentions d'achat et puis de l'autre la réalité dans les rayons. Bon, on va pas faire de suspense. Parfois, il y a effectivement un fossé. Alors, tout d'abord, David, pour commencer, le point de départ, au fond, c'est quel est le rapport des Français à la viande? Alors, le rapport, on l'a dit un peu tout à l'heure avec M. Pouch, le rapport, il est très paradoxal. C'est-à-dire que les Français sont d'une part très attachés toujours à leur consommation de viande, parce qu'on est quand même un pays de production historique. Et d'un autre côté, effectivement, du fait de plusieurs tendances, que ce soit environnementales, de consommation, on a effectivement une certaine remise en cause du modèle un petit peu plus classique d'alimentation qui était jusque dans les années 90 encore très basé effectivement, et ce depuis le début du XXe siècle, sur justement l'alimentation animale. Alors à ce titre, il y a un chiffre qui est quand même assez intéressant je trouve, c'est celui ce qu'on a obtenu quand on a interrogé nos panélistes qui sont effectivement représentatifs de la population française, c'est que 54% aujourd'hui des Français déclarent choisir mieux ou acheter moins lorsqu'ils font leurs courses pour effectivement s'inscrire dans une consommation, dans une alimentation plus responsable de manière générale. Et si on creuse un petit peu le point, il y a quelques chiffres qui sont absolument, parfois même étonnants. On a par exemple 80% aujourd'hui des foyers français qui considèrent que la santé animale est quelque chose d'important ou de très important pour eux. Par santé animale, on entend notamment bien-être animal. Ça peut effectivement avoir une conséquence directe sur la consommation qu'on peut avoir en termes, par exemple, de produits animaux, que ce soit des produits à base de viande ou à base, par exemple, de produits laitiers. Et puis, de manière peut-être plus confidentielle, on a jusqu'à 14%, par exemple, de la population qui déclare être flexitarienne, végétarienne ou végétalienne. Donc des régimes, évidemment, comme vous le savez, qui vise aussi, pour le coup, à réduire la consommation de viande au profit, effectivement, d'alternatives végétales. Donc ça, évidemment, comme vous le disiez, Pierre, à l'instant, c'est ce que nous déclarent les Français. Et évidemment, la plupart du temps, c'est qu'il y a toujours une petite différence, voire même parfois une grosse différence, entre les actes et, effectivement, derrière, plutôt entre les intentions et les actes. Alors nous, cette notion de végétalisation, on l'a entendue sous deux axes différents. La première, c'est celle du poids, finalement, qu'on accorde à la partie végétale dans notre alimentation. Et l'autre, c'est celle dont on a un petit peu parlé tout à l'heure, qui est celle de vouloir substituer les produits d'origine animale par, effectivement, une alimentation plus à base de végétal. Donc d'abord, si on regarde effectivement le poids qu'occupe aujourd'hui l'alimentation et les ingrédients d'origine végétale par rapport à l'animal dans notre consommation, on a ici réalisé un exercice qui est tout simplement de répartir l'ensemble des ventes faites en grande surface dans les rayons libre-service, donc c'est-à-dire en dehors des rayons traditionnels, par exemple boucherie ou bien par exemple primeur, en fonction de l'origine du produit, qu'il soit d'origine végétale ou d'origine animale. Il y a deux choses intéressantes à ce sujet. Le premier, c'est que les produits d'origine animale, de manière générale, que ce soit à base de viande, de poisson, de lait par exemple, représentent 41% du panier moyen, on va dire, des Français lorsqu'ils font leurs courses. Donc ça reste encore le premier poste de dépenses, ou en tout cas d'achat sur un panier de courses. Et puis les produits d'origine animale, eux, représentent environ un tiers de ce même panier. Ça, c'est de manière statique. Monsieur Pouch disait aussi tout à l'heure quelque chose qui est très intéressant et qui se retrouve ici dans ces chiffres, c'est que depuis 10 ans, vous voyez que vous avez les chiffres ici depuis 10 ans, il y a une certaine stabilité de la situation. Il n'y a pas d'effondrement, par exemple, du poids
des produits d'origine animale et notamment de la viande qui garde un poids assez stable dans le panier, vous voyez, entre 10 et 11% depuis 10 ans. Ça, c'est la première information. Et puis la seconde, c'est en termes d'évolution, on voit effectivement doucement mais sûrement la part des produits transformés, dans lequel vous pouvez retrouver à la fois des ingrédients d'origine animale et des ingrédients d'origine végétale, qui progressent petit à petit. On était à 20% en 2014, on est à 22% en 2023. Ça paraît peu, mais on est sur des masses qui sont tellement énormes ici que 2 points d'écart, ça peut commencer à être significatif. Si on regarde cette fois-ci la même chose, mais cette fois-ci dans les rayons traditionnels, c'est-à-dire rayon boucherie, rayon effectivement primeur, l'élément qui est ici intéressant, c'est de voir le primeur de manière générale, soit le primeur fruits, primeur légumes, reculer en termes de poids dans les achats. On était à 38% en 2021, donc à très court terme. On est à 35% en 2024. Ça ne se fait pas forcément en faveur des produits on va dire de la viande ou du poisson. Ça se fait plus en faveur du traiteur. Et là aussi, on voit qu'on parlait tout à l'heure de produits transformés. Eh bien, là aussi, on retrouve effectivement l'importance de plus en plus grande de la transformation des produits dans le panier des Français. Alors évidemment, ces constats ils peuvent différer en fonction de l'âge aussi du consommateur. On a fait l'exercice ici de reprendre cette même répartition, mais cette fois-ci différenciée en fonction de l'âge. Et il y a 2 choses ici qui sont intéressantes à retenir. C'est la première, que parmi les moins de 35 ans, à taille de foyer équivalente, vous avez les monofoyers, donc les foyers d'une personne à gauche et les couples à droite. Eh bien, vous voyez en fait que le poids des produits d'origine animale est plus faible que chez leurs aînés. On est à 38% chez les moins de 35 ans, on monte jusqu'à 41% chez les 65 ans et plus. Mais le moindre poids de l'origine animale ne se fait pas au détriment, à l'avantage des produits d'origine animale, végétale, puisqu'on est à 36% sur les moins de 35 ans, et c'est à peu près le même poids que chez, par exemple, des foyers plus âgés. Là où se fait finalement la bascule, c'est plus, encore une fois, sur les produits transformés, qui occupent une place véritablement assez importante dans l'alimentation des plus jeunes. C'est 24% à peu près des ventes, de leurs achats. On n'est qu'à 19%, par exemple, chez les foyers les plus âgés. Donc davantage, effectivement, de transformation. Et le moindre poids finalement des produits d'origine animale se fait surtout en fait sur les produits laitiers, pas tant finalement sur les viandes ou les poissons chez les jeunes, mais plus sur les produits laitiers, puisque par exemple ici on voit que les produits laitiers occupent 24% des ventes totales de produits alimentaires chez les moins de 35 ans. On monte à jusqu'à 28% pour les plus de 65 ans. Donc c'est là véritablement que se fait la différence. Donc une alimentation moins à base de produits laitiers, mais par contre beaucoup plus à base de céréales ou effectivement, comme on l'a dit, de produits transformés. Alors à quoi c'est dû ces atypismes qu'on voit, moindre place du produit laitier, plus grande place pour les produits à base de céréales. La première grande tendance à ce niveau-là, c'est celle de la déstructuration de l'alimentation de manière générale. Pourquoi ? Si on prend l'exemple par exemple du petit déjeuner, on voit aujourd'hui qu'on n'a que 58% des 18-34 ans qui déclarent prendre un petit déjeuner tous les jours. C'est bien moins que la moyenne de la population, on est plutôt aux alentours de 75%. Et ça a un impact direct sur le poids notamment des produits laitiers dans leur alimentation, puisque gardez en tête quand même qu'on a 80% aujourd'hui de la consommation de lait qui se fait au petit déjeuner. Donc le moins vous prenez votre petit déjeuner et le moins vous développez vos occasions de consommer du lait. Donc cette évolution de la structure peut être directement liée à ça. Le deuxième élément qui peut aussi jouer en faveur de ces changements en fonction de l'âge, c'est le temps passé en cuisine. Aujourd'hui, on a quand même 20% de la population qui passe moins d'1 heure par semaine, je dis bien par semaine, en cuisine. Donc c'est rien, c'est 9 minutes par jour. Donc autant vous dire qu'on ne fait pas de la cuisine 3 étoiles en Il y a des records qui sont battus tous les jours là. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, on est toujours le pays dans le monde où on passe le plus de temps à table. Toutes les études internationales le montrent. Mais effectivement, ce temps passé en cuisine se restreint. Et ce poids des personnes qui ne passent quasiment pas de temps en cuisine augmente en fait très rapidement à court terme, puisque cette part des Français a pris 7 points
depuis 2018. Donc on a effectivement de plus en plus un temps passé en cuisine qui se réduit. Et forcément, ça fait les affaires, entre guillemets, de tous les produits transformés au détriment de produits plus bruts. On en parlait un petit peu tout à l'heure, de la forme à donner aux produits végétaux. Eh bien, voilà, le temps passé en cuisine impacte directement aussi ce type de consommation. Quid du facteur prix ? Alors le facteur prix, justement, il est aussi important. En moyenne, un foyer français, il va dépenser pour un produit alimentaire 2,69 € en grande surface. Et là, ce qui est intéressant, c'est que le facteur prix peut jouer directement, puisque si on prend cette moyenne, on se rend compte en fait qu'on a 83% des produits à base de viande qui sont plus chers que ces 2,69 €. À l'inverse, si vous prenez les produits céréaliers, on n'a que 12% des produits céréaliers qui sont plus chers que cette moyenne. Donc au moment de se dire effectivement qu'on a un pouvoir d'achat limité, on va peut-être avoir tendance à se diriger plus facilement vers des produits céréaliers plus accessibles que par exemple vers des produits à base de viande qui pour le coup effectivement sont beaucoup plus chers. Alors, il y a un deuxième élément qui est aussi par lequel on a entendu la végétalisation, qui est celui de la volonté de substituer, on en parlait un petit peu tout à l'heure, son alimentation d'origine animale par une alimentation d'origine végétale. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que le marché des substituts végétaux en grande surface, aujourd'hui, c'est effectivement un marché qui est en plein essor, en pleine croissance. C'est un marché encore très jeune, qui pèse aujourd'hui c'est à peu près un petit peu moins de 550 millions d'euros. Aujourd'hui, s'articule autour de 3 marchés principaux. Le premier, c'est celui des boissons végétales, qui pèse à peu près 205 millions d'euros. Et le deuxième marché derrière les boissons végétales, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas le traiteur végétal, mais c'est bien l'ultra frais végétal. Donc les yaourts, on en parlait tout à l'heure avec effectivement la marque Sojasun, 157 millions d'euros. Et du coup, on trouve le traiteur végétal, donc l'ensemble par exemple des steaks végétaux, en 3e position. Et puis vous avez toute une myriade de plus petits segments qui gravitent autour de ces 3 grands marchés. On voit effectivement que autant en chiffre d'affaires, mais même en vente UC, finalement, ce marché se porte plutôt bien. En termes de chiffre d'affaires, on a une croissance, alors évidemment à court terme dopée par l'inflation aussi. Mais même les ventes UC finalement se maintiennent dans un contexte où pourtant les ventes UC en grande surface ont plutôt eu tendance à baisser au cours des 2 dernières années. Donc un marché en plein essor, mais qui finalement reste en termes de poids encore assez confidentiel par rapport aux marchés qu'ils sont censés remplacer. Puisque par exemple, si on prend le cas des boissons végétales, aujourd'hui le marché des boissons végétales en termes de ventes UC ne représente que 11% des ventes de lait longue conservation. Donc on n'est pas du tout aujourd'hui dans un marché qui permet de compenser, ou en tout cas dans les grandes largeurs, le marché du lait longue conservation. Et ce sont des chiffres encore plus petits, comme vous pouvez le voir, sur le traiteur végétal versus de la viande fraîche en libre service, par exemple, ou bien sur l'ultra frais. Sur le cas des boissons végétales, je le trouve particulièrement intéressant. Vous voyez ici sur ce graphique que déjà le lait, de manière générale, les ventes de lait se sont fortement réduites depuis maintenant 20 ans. En 20 ans, c'est à peu près un tiers des ventes qui ont été perdues sur le marché du lait. Mais comme vous pouvez le voir, autant le marché des boissons végétales est en très forte croissance, plus 144% depuis 10 ans. Mais aujourd'hui, sa taille ne permet pas, ou ne suffit pas en tout cas, à combler l'ensemble des pertes engrangées par le marché du lait animal. On estime que c'est à peu près 15% aujourd'hui des pertes de lait qui peuvent être comblées par la croissance des boissons végétales. Donc il est faux de penser aujourd'hui que la baisse de consommation du lait est uniquement ou grandement due justement à l'essor des boissons végétales. La situation est beaucoup plus complexe que ça. Et aujourd'hui, la taille du marché des boissons végétales ne permet pas effectivement de compenser complètement la baisse de consommation du lait. Alors pourquoi aujourd'hui on dit que ces marchés sont encore confidentiels ? Tout simplement parce qu'ils vont toucher une part de la population qui est encore relativement restreinte. Par exemple, sur les fameuses boissons végétales, il n'y a que 25% de la population qui a acheté au moins une fois au cours des 52 dernières semaines une boisson végétale. Alors, à ce sujet, on peut voir vraiment le verre à moitié plein ou à moitié vide. On peut voir à moitié vide en se disant effectivement c'est qu'un quart de la population. Mais enfin, on peut le voir aussi à moitié plein en se rappelant que ce sont quand même des marchés qui sont très jeunes,
aujourd'hui. C'est ça. Et des marchés qui sont construits par l'offre. Et c'est vrai que les chiffres sont vraiment intéressants parce qu'on a eu l'impression aussi d'un essor et d'une restructuration. Et au fond, voilà, il faut aussi le décorréler de la réalité finalement des ventes qui, elle, a tendance à progresser, même si on a des marques qui ont disparu ou et d'autres qui sont apparues pour faire évoluer les parts de marché. En fait, à ce sujet, le marché, et notamment en traiteur végétal, effectivement, ce marché suit, effectivement, on va dire, les lois normales, finalement, d'un marché en pleine expansion. C'est-à-dire que sur un marché qui naît, au début, vous allez toujours avoir une myriade d'acteurs qui, au fur et à mesure du temps, vont peut-être disparaître, se restructurer, se reconsolider. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le marché est encore très largement dopé par l'offre. Il y a beaucoup de dynamisme de l'offre. Mais la demande est quand même là, puisque vous pouvez voir quand même, on a quand même 20% de la population qui achète ces produits-là, donc c'est quand même pas rien. Ça se compte en millions de foyers, donc c'est absolument pas négligeable. Mais au vu effectivement des marchés qu'ils sont censés remplacer, la part de la population touchée reste encore pour le moment effectivement limitée. Alors quel foyer achète les substituts végétaux ? Alors justement, et ça sans grande surprise, les substituts végétaux aujourd'hui sont surtout plébiscités par un public relativement jeune. C'est ce que vous voyez ici à l'écran. Vous avez la part des acheteurs de substituts végétaux splittée par âge et par condition de foyer. Et vous voyez que par exemple, chez les moins de 35 ans sans enfants, si on prend l'exemple du traiteur végétal, on a 25% des moins de 35 ans sans enfants qui ont acheté au moins une fois du traiteur végétal au cours de l'année précédente. On descend plus qu'à 10% sur les plus de 65 ans sans enfants. Donc plus on monte dans l'âge, et effectivement, plus la part des foyers acheteurs diminue. Ce qui fait vraiment la différence, c'est la présence dans le foyer d'au moins une personne de moins de 35 ans. Puisqu'on le voit effectivement tout à gauche, concernant les moins de 35 ans sans enfants, mais on le voit aussi sur la droite avec les familles, puisque dans une famille, par exemple, avec enfants entre 0 et 11 ans, souvent ce sont les parents qui vont aux alentours des 35-45 ans. Et puis quand vous augmentez en âge, effectivement, pour le coup, ce sont plus les enfants, donc adolescents ou jeunes adultes, qui sont dans cette tranche d'âge et qui potentiellement peuvent se retrouver effectivement très susceptibles d'acheter ce genre de produit. Alors, pourquoi effectivement un moindre poids des plus de 65 ans dans ces achats, notamment de substituts végétaux ? Tout simplement, c'est le poids des habitudes. Et ça, je pense que chacun s'en doute. Alors là, je vous ai mis une petite tranche de vie, puisque ça, ce que je vous ai mis entre guillemets est une phrase que m'a prononcée ma mère il n'y a pas si longtemps que ça. Elle m'a dit: dans la famille, on a toujours mangé de la viande. Si demain je n'en achète plus, je ne saurais pas par quoi la remplacer. En fait, il y a une telle aujourd'hui habitude d'acheter de la viande qu'effectivement, bouleverser les habitudes est compliqué, notamment chez les foyers les plus âgés, ou en tout cas les plus de 50 ans. Et ça se vérifie dans les chiffres quand on regarde la fréquence d'achat de viande fraîche. Par exemple, ici, on a pris l'exemple de viande fraîche en libre service. Plus vous montez en âge, et plus la fréquence d'achat de viande augmente. Ce qui montre aussi finalement que plus on augmente en âge aujourd'hui dans la population, et plus la dépendance, ou en tout cas l'habitude d'acheter de la viande est forte, et plus il va être aussi du coup difficile de convertir ces personnes-là. Alors, quid de l'effet du revenu ? Alors, le revenu joue aussi beaucoup, comme vous pouvez le voir ici. Plus on monte en revenu et plus aussi la part des Français touchés par les substituts végétaux augmente. On a 19% aujourd'hui des foyers modestes qui ont acheté du traiteur végétal, et on monte à 24% sur des aisés. Donc effectivement, plus on monte en âge et plus on monte en revenu, et plus la population est touchée. Et ça, évidemment, ça s'explique aussi par le prix affiché aujourd'hui par les substituts végétaux, qui restent en moyenne plus chers que les produits d'origine animale qu'ils remplacent. Vous avez ici les prix moyens au kilo, et vous voyez que dans le cas du traiteur, des boissons ou de l'UF, on est à chaque fois effectivement sur des alternatives plus chères, évidemment, que les produits d'origine animale. Et dernier point qui semble aussi ici intéressant à avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, ces substituts végétaux vont surtout toucher une population urbaine, habitant les villes de plus de 200 000 habitants. Au contraire, on voit que dans les zones rurales, la conversion est peut-être plus difficile. Alors ça peut être lié au type de population qu'on trouve en zone rurale, où les seniors sont davantage représentés, et puis aussi par tout simplement l'attachement de ces zones rurales à l'élevage, à l'agriculture de manière générale, qui peut faire effectivement que la conversion à des substituts végétaux peut être plus compliquée. Le dernier point que je voulais vous montrer, c'est celui-ci, c'est que
On a beaucoup parlé de capacité de recrutement de nouveaux acheteurs de la part des substituts végétaux, mais il y a aussi une question de panier, c'est-à-dire une fois qu'on a recruté le nouvel acheteur sur le substitut végétal, la capacité que ces produits ont à générer de la fréquence et une habitude aujourd'hui au sein du panier. Et ce qu'on voit effectivement, c'est qu'aujourd'hui, la fréquence d'achat des alternatives végétales est largement inférieure à celle des produits d'origine animale. Donc ça montre effectivement qu'on n'est pas encore dans une routine sur ces achats-là. On est plus sur de l'achat qui est occasionnel. Et évidemment, maintenant, tout l'enjeu des industriels sur ces produits-là va être de développer effectivement l'habitude une fois effectivement l'acheteur capté. Alors, juste pour terminer, je voulais donner 2 pistes qui me semblent intéressantes pour justement démocratiser encore plus ces alternatives végétales. La première, c'est clairement celui de donner un sens concret à justement cette consommation. Ça peut s'inscrire effectivement dans le bien-être végétal, on en parlait tout à l'heure. C'est une notion qui fait de plus en plus d'adeptes au sein de la population. Défendre effectivement le bien-être végétal par effectivement des alternatives végétales peut être effectivement un argument aussi de vente et peut être dont une partie de la population peut être particulièrement sensible. Et puis il y a le point ici de démontrer les bienfaits fonctionnels. On en parlait un petit peu tout à l'heure avec les légumineuses. C'est vrai que c'est un point qui est intéressant. C'est une alimentation pleine effectivement de ressources et de bienfaits, et je pense que ce serait une erreur de simplement effectivement positionner cette offre comme une alternative aux produits animaux et de ne pas explorer justement toutes les capacités nutritionnelles aussi que peuvent proposer effectivement des alternatives végétales, qu'elles soient à base de légumes, de fruits ou de légumineuses. Voilà, axer la communication sur les bénéfices. Merci David, on peut l'applaudir pour cette présentation très riche. Vous restez avec nous pour la séance de questions-réponses.